Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique où j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel pour aborder une nouvelle thématique très large et volontairement ambiguë puisque nous allons nous intéresser aux États-Unis et nous poser la question suivante. Les États-Unis perdent-ils la guerre? Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors comme je viens de le dire, la formulation peut paraître très elliptique, perd-il la guerre, mais de quoi parlons-nous exactement? C'est justement dans le jeu des relations internationales actuelles où on voit que les États-Unis sont à la fois en retrait, voire en perte de vitesse, qu'on a voulu revenir sur cette thématique, en s'intéressant aux États-Unis, mais à travers de multiples dimensions. D'abord, l'actualité. On voit les prises de position à la fois médiatiques, politiques et sur le terrain des États-Unis. Je pense évidemment à la Syrie, au nord de la Syrie, avec la situation des Kurdes et de la Turquie, mais aussi d'un point de vue historique, pensons la gestion et l'implication des États-Unis dans les différents conflits mondiaux depuis le XXe siècle, mais également, pour une thématique qui nous est chère, puisque nous l'avons abordée encore récemment, la question de la puissance et du rôle des puissances, et en l'occurrence des États-Unis. Donc c'est ces trois dimensions que nous allons voir ici ensemble, conjuguées. Oui, vous avez raison. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'actualité nous amène à réfléchir sur les interventions aux États-Unis, notamment sur la situation en Syrie. Je crois qu'il y a un autre événement qui sera nécessaire d'appréhender aussi également, c'est l'Afghanistan, parce que en fait, on est en automne 2019 et c'est un conflit que pratiquement tout le monde a l'air d'oublier, alors qu'il est toujours en place. Et si il est possible de mettre en place une corrélation entre ces deux événements, on essaiera de voir laquelle d'ailleurs, il faudra s'efforcer ou s'ingénier à voir si on est uniquement sur du court terme ou si ça nous donne une tendance lourde sur le long terme, et le cas échéant, c'est-à-dire une difficulté des États-Unis par rapport à la guerre, pour dire clairement les choses, parce que c'est ça qui va peut-être étonner nos auditeurs, c'est que les États-Unis, quand on fait une rétrospective depuis 60 ou 70 ans, ont majoritairement connu de grandes difficultés dans les conflits militaires, ce qui peut nous amener d'ailleurs à nous interroger sur quelle est l'essence vraiment de la puissance américaine, qu'on compare très souvent à Rome ou à des puissances militaires. Et là, je nous mets un peu dans la continuité d'ailleurs de nos séances précédentes, et c'est pas totalement certain que ça soit opportun. Fabrice, parlons des conflits actuels et commençons peut-être par la Syrie, puisque c'est l'actualité qui dicte cet exemple. La prise de position de Donald Trump sur la Syrie, notamment sur les Kurdes, est étonnante. Alors, le moins qu'on puisse dire, ce qu'il faut peut-être pour comprendre la prise de position de Donald Trump, si tant est qu'elle soit totalement compréhensible, parce que même aux États-Unis, j'ai l'impression que même dans son camp et même parmi des gens qui se sont affichés comme des proches soutiens, c'est une prise de position qui a été très très critiquée. Je crois que dans un premier temps, il faut peut-être très rapidement redresser le panorama général de la situation, évoquer clairement ce que ça va amener comme conséquence immédiate, et puis peut-être aussi quels sont les désagréments sur le plus long terme que ça peut amener, parce que c'est une prise de position qui, justement, dans le cadre de notre problématique, a l'air de sous-entendre que les États-Unis au moins délaissent le conflit, pour ne pas dire perdent le conflit. D'ailleurs, ils perdent le conflit ou ils préfèrent laisser de côté le conflit. Alors, il faut rappeler que suite à la guerre civile en Syrie depuis 2011, avec notamment l'insurrection face à Bachar el-Assad, il y a eu plusieurs mouvements ou organisations de résistance, dont un d'ailleurs très important, vous l'avez évoqué, on va y revenir, qui sont les mouvements de résistance kurdes, et que Barack Obama ayant refusé d'intervenir, ça c'est quelque chose qui était assez significatif déjà à l'époque et qu'on avait évoqué dans des séances précédentes. Barack Obama refusant d'intervenir, les Américains se sont appuyés, c'est très important je crois Olivier entendre dans le suite de notre thématique, sur des alliés sur place pour pouvoir en réalité défendre les intérêts qu'ils considéraient justes ou les intérêts des Occidentaux, et notamment les Kurdes. Donc en fait, il y a eu la volonté des États-Unis, à tort ou à raison, que de s'appuyer sur les Kurdes pour notamment essayer de contrer l'influence de l'État islamique. Il ne faut quand même pas oublier que c'était ça l'objet premier en 2014 et en 2015, et qu'à l'époque, on avait énormément fourni de moyens, de logistique et d'armes aux Kurdes, en leur faisant d'ailleurs, il faut être totalement transparent, miroiter l'espoir de la création d'un Kurdistan, qui est un vœu qui existe depuis fort longtemps au sein du peuple kurde. Donc en fait, la prise de position de Donald Trump a d'autant plus été étonnante qu'elle a été très rapide, qu'elle a fait suite à un appel avec le président turc, et que Donald Trump a décidé d'enlever toutes les troupes américaines dans le nord de la Syrie,
alors qu'elles étaient là à la fois pour agir dans le cadre du conflit qu'on évoque, mais aussi il faut être totalement transparent, force d'interposition ou de meilleure situation, c'est bien qu'il y a une très grande rivalité, hostilité entre la Turquie et les Kurdes. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que clairement, les États-Unis abandonnent non seulement un conflit, mais ils abandonnent un allié. Et là, on voit bien, quand on traite la problématique, les États-Unis perdent-ils la guerre, on peut déjà penser à la Syrie. Les Américains ont vu leur rôle rogné parce que, pour différentes raisons, ils n'ont pas souhaité s'investir en Syrie et ils ont laissé la place à la Russie d'une part, à la Turquie et à l'Iran. Mais en plus là, ils sont clairement en train d'abandonner un allié en temps de guerre, Olivier. Donc c'est quand même une situation particulièrement, non seulement déplaisante, inélégante pour utiliser des termes vraiment feutrés et amicaux, mais je crois qu'il ne faut quand même pas oublier que ça va avoir des conséquences très très importantes. D'abord parce que dans notre imaginaire collectif, en règle générale, les États-Unis ont réussi à imposer l'image d'un pays qui était assez différent, qui prétendait défendre la liberté, la morale, la démocratie, ne pas s'insérer dans un jeu de réel-politique classique. Or là, la phrase des justifications de Donald Trump est assez saisissante d'ailleurs sur le fait que les Kurdes n'étaient pas présents sur les plages du débarquement. Enfin, d'abord, le Kurdistan n'existe pas. Et en plus, là, ça veut dire que spontanément, je trouve que ça n'a pas été assez dit dans les médias occidentaux. On s'insère dans une réelle politique et dans une logique d'intérêt. Je n'agis qu'en fonction de mes intérêts. Et les Kurdes, eux, s'ils veulent défendre leur État, en fait, ça veut dire la phrase, c'est leur problème. Donc en fait, ça dégrade totalement la grille de lecture des États-Unis, qui ne serait plus qu'un acteur habituel. Ça, je pense qu'à très long terme, c'est très préjudiciable. Et puis surtout, c'est un autre événement préjudiciable pour les États-Unis, c'est comment faire confiance aux États-Unis quand on est un allié potentiel après un tel geste. D'ailleurs, certains ministres israéliens se sont émus de ces situations en disant comment peut-on faire confiance aux États-Unis dorénavant. Et on a aussi entendu des voix comme celle-là dans l'Union européenne. Donc c'est un geste qui est assez préjudiciable de ce point de vue-là, à long terme. Il peut s'expliquer pour différentes logiques, si on veut être large d'esprit pour des raisons de politique américaine. Il a été relativement incompris aux États-Unis, mais surtout, ça met les États-Unis en position de faiblesse dans la région, puisqu'ils s'en vont. Donc c'est comme un aveu de faiblesse, voire de défaite. Et en plus, ça a des conséquences qu'on vient d'évoquer qui sont assez négatives. Donc là, de ce point de vue-là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne peut pas considérer que les États-Unis sont sortis gagnants de ce conflit. Vous parlez de la logique de l'intérêt, hein, et on voit bien qu'on est dans une logique extrêmement court-termiste, et on néglige ce qui va se passer dans les mois ou dans les années à venir. Il y a un autre conflit actuel qui quelque peu voilé par la situation en Syrie notamment et par d'autres conflits, c'est l'Afghanistan. On a tôt fait d'oublier qu'il y avait une guerre en Afghanistan qui existe, qui est là depuis 2001, donc c'est un conflit long, et les États-Unis là aussi sont dans une optique de désengagement coûte que coûte. Oui, alors c'est intéressant. Ils sont dans une optique de désengagement. Mais pour poursuivre notre problématique, on pourrait aussi s'interroger en disant mais est-ce qu'ils ne sont pas dans une politique de désengagement parce que finalement c'est un aveu de défaite. Parce que quand vous vous rappelez 2001, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis assez étonné, ça va faire 19 ans en automne 2019, ça va être la 19e année, ça fait 18 ans plein, la 19e année, que les États-Unis sont en Afghanistan. C'est complètement incroyable. Il y a un éditorialiste américain qui avait souligné avec juste titre qu'en réalité, le conflit a l'âge de la plupart des soldats américains qui sont sur le terrain. Enfin, c'est complètement fou. Alors, j'aimerais aussi d'ailleurs qu'on n'oublie pas à cet égard, on y reviendra, le Vietnam, parce que souvent, faut quand même faire attention. On dit toujours que c'est le conflit le plus long, mais enfin, le conflit au Vietnam, alors il y a différentes façons d'appréhender les dates, mais enfin, c'est aussi une vingtaine d'années. Mais ce qui est assez intéressant dans le conflit que vous soulignez, Olivier, c'est que non seulement il a été très long, mais surtout qu'il y a un certain nombre de propensions, d'une part, en termes de culture stratégique américaine, et puis de travers, d'autre part, qu'on va retrouver. On estime que les dépenses sont à hauteur de 841 milliards de dollars, ne serait-ce que pour les considérations militaires, c'est-à-dire hors investissement civil aux États-Unis sur l'Afghanistan. Donc quand on voit l'immensité des dépenses financières d'une part, le déploiement des forces en termes de logistique d'autre part, et qu'on voit la situation actuelle, puisque le moins qu'on puisse dire, c'est que les talibans sont non seulement toujours présents, mais qui sont même presque plus présents que jamais, et qu'ils sont presque plus proches du pouvoir qu'ils n'ont jamais été. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Afghanistan n'est pas du tout une situation satisfaisante, et que les États-Unis n'ont non seulement pas gagné,
mais que s'ils éprouvent le besoin de partir, c'est qu'ils ont peut-être le sentiment qu'ils ne peuvent pas gagner. Et que là aussi, on est dans à minima, une guerre ingagnable, donc dans une guerre qui est pratiquement perdue. Les conflits actuels, Fabrice, semblent indiquer que les États-Unis n'arrivent plus à gagner la guerre. Mais si on regarde dans le temps long, le temps historique, on aura des surprises aussi. Les États-Unis victorieux de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas le seul exemple finalement, et ça serait peut-être à rebours de ce qui s'est passé réellement dans d'autres conflits. Alors, je trouve que vous avez totalement raison de soulever cette remarque, parce que c'est vrai qu'on a toujours, notamment à travers les productions hollywoodiennes, l'image de troupes américaines conquérantes, notamment à travers les débarquements en Normandie en 1944, ou beaucoup plus tard, c'est intéressant la période d'ailleurs, la fameuse série des Rambo de Sylvester Stallone, notamment dans les années 80, le Rambo 2. Mais en fait, ce qui est assez intéressant à remarquer, c'est que les Américains ont été en très grande difficulté dans les conflits dans lesquels ils étaient directement impliqués. Ce qui, d'ailleurs, est assez intéressant par rapport à votre formulation, c'est de revenir un instant sur la Seconde Guerre mondiale, car évidemment, l'apport américain est incontestable. Il a été très utile dans la victoire, mais j'aimerais faire remarquer que les Américains ne sont pas seuls. Ils sont dans le cadre d'une alliance, et les Soviétiques vont payer un très lourd tribut, plusieurs millions de morts, d'ailleurs plus d'une dizaine de millions de morts. Les chiffres varient d'ailleurs. Et donc, en fait, sans l'apport soviétique, y aurait-il eu victoire dans la Guerre mondiale? Un auteur anglo-saxon faisait remarquer que d'ailleurs les 3/4 de l'armée allemande étaient en Russie au moment où les États-Unis débarquent en Normandie. Donc, c'est pas une victoire militaire que les Américains parviennent à obtenir isolés ou de façon seule. A contrario, après la Seconde Guerre mondiale, quand ils se retrouvent dans des conflits dans l'application dans laquelle ils sont isolés, ils sont beaucoup plus en difficulté. Il y en a 3 qui me viennent spontanément à l'esprit et dont j'ai le sentiment que le fait de les décliner va nous permettre de mieux comprendre notre problématique. Il y a l'Irak en 2003, il y a bien sûr la guerre du Vietnam, et puis il y a la guerre de Corée entre 1950 et 1953. Je les prends volontairement à rebours d'un point de vue chronologique, parce que j'ai le sentiment que justement cet enchaînement-là va être plus révélateur. D'abord, l'Irak en 2003, Olivier, c'est vrai que l'armée américaine a très rapidement écrasé les armées de Saddam Hussein et rentré à Bagdad. Par contre, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que en fait, loin d'apporter une stabilisation, je crois que tout le monde peut le dire, on a eu l'incapacité des États-Unis à installer un régime démocratique ou un régime qui puisse se pérenniser sur le long terme, que non seulement on n'a pas eu cette possibilité-là, mais qu'on a plutôt une guerre civile qui a été engendrée, qui a engendré le chaos et d'ailleurs l'État islamique, et qui, in fine, Barack Obama a décidé de partir. Donc en fait, c'est assez intéressant par rapport à notre première remarque. On se retrouve là encore dans un conflit où on a eu certes des victoires militaires et des succès tactiques, mais sur lequel, d'un point de vue stratégique, et ça on y reviendra, finalement on est obligé de partir. C'est quand même pas inintéressant. Après, il y a la guerre du Vietnam, et là, je pense que ce qui est intéressant avec ce conflit, c'est que les Américains ont remporté une multitude de combats tactiques qui sont restés 20 ans, et que les similitudes avec un certain nombre de points qu'on a déjà mis en évidence ou en exergue sont assez frappantes. D'abord, si vous me permettez, le président élu, enfin le candidat qui va être élu président des États-Unis en 1970, Richard Nixon, est élu après avoir promis le fait qu'il quitterait le conflit. C'est quand même assez symptomatique quand on se rappelle des discours de Barack Obama et de Donald Trump. Les Américains ont mis en place une gabégie de moyens militaires et logistiques. Il y a le fameux produit orange, les constructions de routes. Enfin, c'est assez incroyable de se remémorer ça. Il y a eu l'utilisation de bombardements ou de matériel militaire massif. Et in fine, les Américains s'en vont, Olivier. Et ils s'en vont comme de la Syrie, comme de l'Irak. Et ce qui est assez intéressant, c'est que d'ailleurs, en 1974, la logique, la doctrine qui est mise en place pour essayer de justifier le départ des Américains, c'est le fait qu'on veut responsabiliser le régime du Sud-Vietnam. C'est des images qui sont assez fortes quand on se rappelle les années 74-75. Et il y a un auteur américain d'ailleurs qui avait utilisé un terme un peu fort pour décrédibiliser aussi cette idée, la vietnamisation, mais c'était employé à dire, ou le sauve-toi toi-même. C'est-à-dire qu'en gros, les Américains, nous ça y est, on est venus, on a fait la guerre, on l'a gagnée, mais après, on s'en va. Or, Colin Powell avait d'ailleurs bien dit au début des années 2000, faut faire très attention, parce qu'en géopolitique, quand on casse la vaisselle, on en paye toujours le prix. La formule est très imagée, mais elle montre bien que les Américains ont beaucoup de mal, finalement, à gagner la guerre in fine, d'un point de vue stratégique, parce qu'on a là des réminiscences sur le fait qu'ils sont jamais à partir. Et puis, il y a un troisième conflit, là je remonte toujours le temps, qui est 50-53,
qui peut paraître plus étonnant dans notre argumentaire, parce qu'on pourrait faire remarquer qu'in fine, les États-Unis ont réussi à repousser les Nord-Coréens et à stabiliser la Corée du Sud, sauf que si on se rappelle le conflit à la fin de 1950, avec le général MacArthur, l'idée c'était carrément de réunifier les deux Corées, de vaincre la Corée du Nord, et en fait ce qui est assez intéressant, c'est que à la fin du conflit, au bout de 3 ans, on revient sur le même parallèle, les frontières sont les mêmes, donc tout ça, enfin toutes ces morts-là, on estime 38 000 morts américains pour finalement un match nul, et surtout, comme le dira Bevin Alexander dans un ouvrage Sun Tzu ou l'art de gagner des batailles, c'est assez intéressant le titre, Bevin Alexander qui est un ancien général américain, le gouvernement américain et l'establishment américain s'est montré incapable d'anticiper l'intervention de la Chine pour qui la présence américaine dans la région de toute façon n'était pas acceptable. Donc en fait, quand on reprend les deux conflits contemporains d'une part et puis l'histoire des conflits d'autre part, on se rend compte que pour ce qui est de remporter des victoires militaires, finalement les États-Unis sont en très très grande difficulté depuis 1945. Oui, c'est ça qui ressort. Si on sort de la conjoncture actuelle, on voit que c'est une tendance lourde. Il y a aussi ce que vous venez de souligner, c'est-à-dire des victoires qui sont des victoires tactiques, mais au niveau stratégique, par contre, là, la position des États-Unis est plus faible, plus fragile, et on peut se demander s'il y a des raisons structurelles à ça. Oui, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, à travers tous ces exemples, transparaît clairement une tendance lourde. Et donc, effectivement, ce qui serait intéressant, c'est de voir si on parvient à dégager un certain nombre de logiques qui permettraient d'expliquer cette situation. À mon sens, il y en a 3 qu'on peut principalement dégager et qui montrent une difficulté croissante des États-Unis dans les conflits militaires. Et je dis croissant parce que, en plus, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui a tendance à se renforcer depuis les 20 ou 30 dernières années. Je vais d'abord les énoncer, puis m'efforcer de les expliquer au fur et à mesure. Il y aurait d'abord une question d'ordre financier, il y aurait une question d'ordre diplomatique, et puis il y aurait une question d'ordre politique. La question d'ordre financier, c'est que, ce que, à mon avis, on oublie trop souvent, Olivier, aujourd'hui, c'est que la puissance américaine, d'un point de vue économique, n'est plus du tout dans la même situation aujourd'hui, ou depuis 15 à 20 ans, que dans la deuxième partie du XXe siècle. La deuxième partie du XXe siècle, c'est quand même la période d'or des États-Unis, surtout si on pense aux Trente Glorieuses, aux années 50. Il y a d'ailleurs spontanément le discours de Kennedy avec les nouvelles frontières qui nous arrive à l'esprit. Enfin, on a le sentiment qu'on est sur une marche en avant inexorable et qui va amener les États-Unis au firmament comme en fait un grand leader qu'on a envie de suivre, ne serait-ce que par l'exemple dans les relations internationales. On n'en est plus du tout là au niveau économique. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un auteur à 2 reprises, sur 2 ouvrages, qui montre bien que les questions financières ont une incidence de plus en plus importante sur les choix stratégiques, c'est-à-dire que le coût des opérations militaires commence à être pris en compte par l'état-major et par le gouvernement américain, alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Ça, c'est très très palpable. À mon sens, la première fois où ça a été vraiment une évidence, c'est ce que met Bob Woodward en évidence dans son ouvrage Obama's War, les guerres de Barack Obama. Quand Barack Obama, tout l'ouvrage traite de l'argumentaire des généraux, du gouvernement et du président des États-Unis. Alors c'est un livre que je conseille, il est très séduisant puisqu'on a le sentiment qu'on est carrément autour de la War Room à la Maison-Blanche. La question consiste à savoir, pour gagner la guerre en Afghanistan, justement, convient-il d'envoyer des renforts supplémentaires et surtout, de combien en termes d'effectifs? Et là, il y a 3 options qui se dégagent. Une option forte, 100 000 hommes, une option modérée, enfin moyenne, 30 000 et plutôt modérée. Et on voit bien que l'un des arguments majeurs qui fait pencher la balance envers la solution médiane, c'est les questions financières, de l'aveu de Barack Obama lui-même, parce qu'il ne souhaite pas que ce conflit coûte trop cher aux contribuables américains. Ça, c'est pas du tout une considération qui rentrait en ligne de compte pour les États-Unis auparavant. Auparavant, les États-Unis, enfin, c'est l'image, encore une fois, de la guerre du Vietnam, les États-Unis dépensaient sans compter, et on avait un déploiement assez incroyable de force, quel qu'en soit le coût. Donc ça, c'est quand même assez nouveau, et ça a été renforcé, me semble-t-il, ces dernières années. D'ailleurs, dans l'ouvrage de Bob Woodward sur Trump, la peur, Trump à la Maison-Blanche, on voit bien qu'il y a un chapitre entier où les généraux américains sont obligés d'essayer de convaincre le président des États-Unis qu'il ne faut pas quitter la Corée du Sud, parce que en fait, le président Donald Trump, lui, est intéressé par le coût que ça conduit les États-Unis à entretenir, le coût qui conduira les États-Unis à entretenir des bases, des systèmes de protection en Amérique du Sud par rapport aux missiles. Et finalement, Donald Trump considère que c'est trop cher, et les généraux américains que d'expliquer que mais là, pour des questions de sécurité, c'est nécessaire. Donc on a déjà une question financière qui, à mon sens, affaiblit
la puissance militaire américaine, et ce n'était pas le cas avant. Mais il y a deux tendances lourdes qui me paraissent encore plus importantes. La seconde, c'est que la diplomatie aux États-Unis est en train de se réduire. Ça, c'est très très intéressant parce que, d'abord, comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte? On s'en rend compte à travers les budgets qui sont alloués aux diplomates et qui sont beaucoup moins importants, et on s'en rend compte à travers les personnels qui sont beaucoup plus réduits. Et il y a un ouvrage qui a eu le prix Pulitzer, d'ailleurs, je conseille à nos auditeurs de le regarder, par Ronan Farrow, qui est assez intéressant, Paix en guerre. Alors, le titre français, pardon, n'est pas très explicite, parce que le titre britannique, c'est War on Peace, d'ailleurs, qui me paraît beaucoup plus explicite, parce qu'en gros, c'est on fait la guerre à la paix ou aux diplomates, sous-entendu, nous, les États-Unis, nous n'allons paradoxalement plus que privilégier les options militaires. Et là, ça nécessite une explication, parce qu'on pourrait dire, donc, ils renforcent la démarche militaire. Sauf qu'en fait, ils l'affaiblissent parce qu'ils la sortent d'un contexte de négociation, de compréhension diplomatique, d'encadrement logistique général. Et donc, en fait, on se met dans l'impossibilité de trouver une victoire parce qu'on sort la situation militaire du contexte diplomatique. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que le sous-titre, c'est la fin de la diplomatie et de l'influence américaine. Et c'est un livre, encore une fois, qui a eu le prix Pulitzer et qui a été très lu aux États-Unis. Donc le deuxième aspect, c'est le fait qu'il y a une diplomatie américaine qui est en train de se réduire. Puis il y a un troisième aspect, Olivier, moi, qui me paraît majeur, c'est il n'y a pas d'objectif politique. Il y a une immense difficulté. Alors là, je pense que ça vaudrait une thèse pour dire comment les choses. Les raisons en sont complexes. Est-ce que c'est dû à la situation politique des États-Unis à l'heure actuelle, aux problèmes économiques qu'on vient de souligner, à une tendance civilisationnelle ou culturelle? Mais on voit bien qu'il y a une très très grande difficulté à dégager un objectif politique. D'ailleurs, pour dire comment les choses, on va en Afghanistan, mais pour quel objectif politique? Karl von Clausewitz disait très très bien d'ailleurs, dans l'ouvrage Vom Kriege, de la guerre, contrairement à une grille de lecture qui, à mon sens, est beaucoup trop abusive et caricaturale, je ne fais pas la guerre pour faire la guerre. Je fais la guerre si je ne peux pas utiliser un autre moyen, première nuance par rapport à notre général prussien bien connu, mais surtout, je fais la guerre pour atteindre un objectif politique. Donc, d'ailleurs, les généraux allemands souvent ont mal compris cette partie-là. La guerre doit être assujettie aux objectifs politiques. Quel est l'objectif politique en Afghanistan aujourd'hui? Si c'est juste pas perdre la guerre, peut-être n'eût-il pas fallu la commencer comme ça. Quel est l'objectif politique au Vietnam quand on y reste 20 ans? Il n'est pas très clair. Et on se rend compte qu'en fait, les conflits dans lesquels les États-Unis sont en difficulté, on n'a pas évoqué d'ailleurs la Somalie en 93, c'est des conflits dans lesquels les États-Unis ont beaucoup de mal à circonscrire quels étaient les objectifs politiques. Et si vous me permettez une dernière remarque de ce point de vue-là, c'est assez intéressant, les deux derniers points, parce qu'on voit bien que le rétrécissement du pouvoir diplomatique aux États-Unis va de pair avec la plus grande difficulté à comprendre l'objectif politique. Et ça, me semble-t-il, c'est assez marquant dans les États-Unis aujourd'hui. Et on voit une logique coût-avantage vraiment budgétaire qui prime, plutôt que la logique diplomatique ou la logique politique. Il faut quand même rappeler que le budget américain qui est consacré aux questions militaires, donc à l'armée, est le plus important au monde, c'est 650 milliards de dollars. On est forcément étonné de cette somme faramineuse qui est consacrée aux questions militaires et de voir que les États-Unis perdent la guerre. Oui, alors d'ailleurs, c'est le moment peut-être de prendre le risque de répondre à notre problématique. Mais là, on verra qu'à mon sens, il y a bien deux grilles de lecture différentes qui s'imposent. Si on s'arrête aux exemples tels qu'on vient de les donner, et qu'à fortiori, on rappelle le budget, ce que vous avez eu raison de faire à l'instant, on a vraiment l'impression que les États-Unis sont dans l'incapacité de remporter des conflits militaires, j'insiste, et que donc, d'ailleurs, la question de la problématique en anglais serait « Why the Americans lose at war ?» Pourquoi les Américains perdent-ils, sous-entendu, quasi systématiquement à la guerre, puisqu'ils n'arrivent pas à les remporter? C'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à répondre ainsi, en faisant remarquer qu'effectivement, depuis 1945, eu égard à tous les exemples qu'on vient de donner, les Américains se retrouvent dans l'impossibilité de gagner des conflits militaires. J'ai le sentiment qu'il y a une autre grille de lecture, si vous le voulez bien, peut-être en guise de synthèse, qui va devoir nuancer quand même notre propos et qui me paraît pas inintéressante en termes de compréhension des États-Unis en géopolitique aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que l'État américain ou la civilisation américaine est vraiment en termes de géopolitique? On a eu, lors de nos dernières séances, l'habitude de faire beaucoup de comparaisons avec l'Antiquité. Vous vous souvenez, Olivier, Sparte, Athènes, Thucydide. Et je reprends un peu ces logiques-là, parce que je trouve que très souvent, les observateurs ont tendance à considérer que les États-Unis sont une puissance militaire. Ils rappellent d'ailleurs le budget,
Ils rappellent le nombre de conflits dans lesquels ils sont insérés ou confrontés. Et ils ont tendance souvent, c'était un peu le cas de Peter Bender d'ailleurs dans un ouvrage qu'on avait déjà évoqué sur les États-Unis, ils ont tendance à dire, bon, les États-Unis c'est la Rome. C'est une Rome qui était la puissance militaire, une puissance impérialiste, alors on voit bien toutes les similitudes ou les comparaisons qu'on peut faire. Moi, pour être totalement honnête, je m'inscris totalement en faux sur ces comparaisons, parce que si on y réfléchit bien, finalement, les États-Unis, ce serait plutôt Carthage que Rome. Parce que, en fait, Rome, c'est une puissance continentale, c'est une puissance militaire, au sens où d'ailleurs Sparte et la Prusse ont pu l'être, alors que Carthage, c'est plutôt une puissance maritime. C'est intéressant quand on voit la position des États-Unis, quand on voit l'importance de leur flotte. C'est plutôt une puissance commerciale et industrielle. Et surtout, Carthage, c'est une puissance qui a tendance à déléguer ses guerres à des alliés dans les différentes régions. Et si on voit bien, c'est un aspect qu'on n'a pas totalement souligné, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, en Afghanistan, les Américains ont beaucoup sous-traité la guerre. En Irak, les Américains ont beaucoup sous-traité la guerre et qu'ils ont tendance à ne pas vouloir toujours, à la fois pour des questions financières, mais peut-être aussi pour des questions de culture, parce que ce que je suis en train de dire, c'est les États-Unis sont-ils vraiment une puissance militaire ? Bien sûr, ils en sont une. Mais est-ce que c'est ce qui les caractérise le plus qu'une puissance économique ou culturelle ? Et là, je renvoie nos auditeurs, nos étudiants à une séance précédente dans laquelle on disait la puissance en géopolitique doit à la fois être économique, démographique, culturelle et militaire. Et je pense que c'est une grille de lecture de réduire les États-Unis justement sur cette puissance militaire. Et je ne crois pas qu'eux-mêmes d'ailleurs se perçoivent ainsi. Ils ont une tradition, West Point, mais c'est un pays finalement qui est né le 4 juillet 1976, qui a 243 ans d'histoire et qui n'a pas toujours, loin s'en faut, avec la doctrine Monroe, existé à travers une expérience militaire. Donc je pense que ça, c'est une première nuance qu'il faut mettre en avant. Et il y en a une deuxième, et je la trouve encore plus positive, donc si vous me permettez, peut-être qu'on laissera nos auditeurs réfléchir là-dessus, c'est qu'il ne faut jamais quand même oublier la résilience dont les États-Unis ont toujours été capables de la mettre en place à travers l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on a l'air de dire peut donner l'impression de souligner ou de mettre en évidence des difficultés américaines dans les conflits. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'à la sortie de la guerre du Vietnam, 74-75, les images sont célèbres avec les ambassades des États-Unis qui partent précipitamment des hélicoptères, etc. Mais finalement, 15 ans après, les États-Unis gagnent la guerre froide avec Ronald Reagan. Et puis surtout, si vous me permettez, il ne faut pas oublier que dans les années 30, avec les difficultés géopolitiques qu'on connaît en Europe, avec le fait que Franklin Roosevelt est élu sur des bases isolationnistes et pacifistes en 1940 aux États-Unis, les États-Unis rentreront quand même dans la Seconde Guerre mondiale et seront pour le moins un acteur plus qu'important dans la victoire face aux nazis. Donc les États-Unis ont une capacité de remise en cause et de résilience, je crois, que peu de pays ont, ce qui doit nous amener à être un peu circonspects sur des conclusions rapides qu'on sera amené à faire. Il y a peut-être des difficultés temporaires qui pourraient être dues à différentes raisons, mais je ne crois pas que l'échec soit forcément inhérent sur le long terme à la situation militaire, parce que c'est quand même nettement plus compliqué que ça. Fabrice, je vous propose de nous arrêter sur ce twist qui vient renverser la problématique que nous nous étions posée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.